Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'information, la totale dimanche. Au sommaire de ce numéro, dans votre rubrique confraternellement, appel à l'introspection du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Quelle est la portée de ce message du guide religieux dans le contexte actuel du pays? Appel qui arrive à son heure dans une société en perte de repères, si l'on en croit l'imam Amadou Mahtar Kanté. Son analyse à suivre tout à l'heure. Et puis, dans Coin Éco, appréciation du dollar. Quelles conséquences pour le franc CFA et sur les produits de consommation courante? Les éclairages à suivre dans ce magazine avec Mame Abdougaye Kassé dans Coin Éco et un spécialiste sur la question. Ailleurs nous mènera ce soir à Matam où la montée des eaux du fleuve paralyse plusieurs activités des populations. Certaines craignent pour leur sécurité. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Et le diplomate de ce soir reviendra sur le décès de Gorbatchev, retour au passé de l'ex-URSS à la lumière de la crise russo-ukrainienne. On en parle avec notre invité du soir à suivre tout à l'heure. Et puis, sport et culture, les ASC parents pauvres des activités de Navétane. Comment ces associations, au-delà du sport, doivent faire vivre la culture de leurs différentes localités? Réponse à suivre dans Buon Culture avec Boubacar Dien dans ce magazine. Bienvenue à tous. Appel à l'introspection, c'est le message lancé par le Khalif général des Mourides à l'endroit des fidèles lors de la première journée de Safar. Un message qui arrive à son heure selon imam Amadou Mahtar Kanté qui trouve que la société est en perdition. Analyse et décryptage du message de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké par notre prédicateur religieux. C'est un sujet signé Mame Seynabou Babou et Augustin Manda. Le Coran dit Dieu ne change rien en un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qui est en lui-même. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalif général des Mourides, appelle les populations à une introspection. Le message lancé lors de sa déclaration à l'endroit des fidèles lors de la première journée de Safar. Un appel très important aux yeux de ce prédicateur religieux compte tenu des dérives notées sur les réseaux sociaux. L'appel de notre cher Serigne Mountakha, que Dieu le préserve, alors est extrêmement important et décisif, surtout de nos jours au Sénégal, où quand même je trouve que la perte de lucidité, l'infantilisation, la crétinisation, pardonnez-moi, quand on regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et des fois même j'ai peur, quand je vois même des universitaires, des fois, j'ai trouvé que c'est tout un programme éthique, individuel et collectif de réforme. Une introspection notamment adressée à la classe politique. Pour le prédicateur, il est impératif que nos gouvernants se remettent en question pour pouvoir diriger à merveille ce pays. Et comme le dit l'appel de Serigne Mountakha, la classe politique, qui est une classe extrêmement importante dans un pays. C'est la classe qui doit gouverner. C'est de cette classe-là que sortiront les gouvernants du Sénégal. Donc il ne faut pas négliger cette classe politique. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe dans les pratiques politiques, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Le message du guide général des Mourides sera-t-il entendu? Imam Kanté reste pessimiste. J'avoue que je suis assez pessimiste sur comment est-ce que cet appel sera entendu et surtout mis en œuvre. Parce que quand je vois ce qui se passe actuellement, les gens n'écoutent plus. Ils ne se fient qu'à ce qu'ils veulent, à leur passion, à leur préférence. Mais quand même, il y a toujours des gens, même si c'est un seul individu, qui va écouter ce message et qui va se réformer. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam, à la Mecque, pendant 13 ans, vous savez combien de gens l'ont suivi? 40 personnes. Apprendre à connaître et vivre en conformité avec sa volonté, les recommandations de Serigne Bassirou Mountakha Mbacké à ses serviteurs. Je vous
le disais tantôt dans Coin Éco ce soir, le dollar s'échange désormais plus cher que l'euro avec les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Les autorités américaines ont augmenté le taux directeur de la Fed pour que le pouvoir des Américains ne soit pas impacté du tout, voire plus ou moins une variation monétaire qui n'est pas sans conséquence pour les économies africaines, surtout celles qui utilisent le franc CFA. Toutefois, des solutions sont bien possibles. C'est un sujet qui porte la signature de Mam Abdougaï Kassé sur des images d'Augustin Manda. Pour $1, le change est à 656 francs contre 655 pour €1. La Réserve fédérale américaine a revu à la hausse pour la 3e fois son taux directeur afin que les Américains puissent supporter la hausse des prix. Une mesure qui déteint indirectement sur l'économie des pays qui utilisent le franc CFA, une monnaie arrimée à l'euro. Nous avons, nous, des incidences au niveau de notre balance commerciale et aussi au niveau de notre balance de paiement. Je pense que c'est extrêmement important. Okay. Ça veut dire que si aujourd'hui l'euro s'apprécie par rapport au dollar, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, la quantité de CFA qu'on donnait pour acheter un produit va augmenter. En plus clair, pour être plus précis, si on dépensait aujourd'hui 1000 francs pour acheter 1 kilo de sucre par exemple, c'est-à-dire que demain, pour acheter ce même kilo, on est obligé de prendre 1100 francs ou 1050 francs pour acheter ce kilo-là en dollars. Donc forcément, ça va grever nos finances. Les conséquences ne sont pas que fâcheuses pour les économies qui utilisent le franc CFA. Elles sont aussi bénéfiques. Le nouveau taux de change entre les monnaies américaines et européennes est favorable à l'exportation et défavorable à l'importation. Si nous exportions par exemple notre arachide, ou notre phosphate, ou d'autres produits comme notre or ou notre zircon, et qu'on exportait cela aujourd'hui, ça nous rapportait par exemple, une tonne nous rapportait par exemple 1000 €, c'est-à-dire, ça voudrait dire que cette tonne-là va nous rapporter aujourd'hui 1200 € ou 1300 €. Donc, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus d'argent. Pour autant, la zone CFA, qui subit de plein fouet la fluctuation de ces deux monnaies fortes, peut tout de même jouer sur les leviers qu'elle a à sa disposition en réduisant notamment les taux directeurs de ses banques centrales ou en favorisant la production locale. Soit d'intervenir au niveau de la Banque centrale pour réduire donc, les taux directeurs de la Banque centrale pour leur permettre d'influer sur le marché financier, ou tout simplement, au niveau de l'État, avoir une politique globale, changer la stratégie de développement, mettre en place une stratégie qu'on appelle la stratégie SE, exportation, qui permet à l'État de prendre des mesures qui concourent à faciliter les exportations et à développer la production endogène, c'est-à-dire essayer de favoriser la production nationale qu'on va développer au niveau local. Deuxièmement, pousser les exportations, ce qui va amener beaucoup plus d'argent, nous permettre d'avoir beaucoup plus de réserves, financer le déficit budgétaire et financer l'investissement domestique, diminuer le besoin d'emprunt. Les répercussions sur les économies ne s'en limitent pas là. Les importations qui sont onéreuses se répercutent sur le comportement des prix à la consommation. Toutefois, deux options s'offrent à l'État: utiliser sa main invisible ou augmenter la production intérieure. Deuxième niveau, je pense que si on importe certains produits, c'est des intrants à la production locale. Quand on parle de l'engrais, comme vous dites, de blé et tout, c'est des intrants à la production. Et si nous développons notre production intérieure locale, la capacité, et à exporter, nous répercutons ça tout simplement sur le prix export. Ça, c'est un. Deuxièmement, si c'est en interne, la consommation locale, il importe que l'État intervienne par la main invisible. À ce rythme, les économies africaines seront toujours à la merci de l'Occident qui manipule sa monnaie à sa guise pour maîtriser le comportement capricieux du marché mondial. Des réformes structurelles s'imposent pour changer la donne. Vous
avez compris, donc appréciation du dollar, les répercussions sur le franc CFA et sur les produits de consommation courante de manière générale, des éclairages à suivre tout de suite avec Mme Abdou Gaïkassé et son invité. Mme Abdou, bonsoir à vous. Bonsoir à Diop Sen, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Mokhtar Sarr. Vous êtes économiste, CEO de Rijal Holding, une société d'investissement mouride. Vous êtes également cofondateur de M&A Capital Group. $1 s'échange à 655 francs CFA contre 653 pour €1. La décision de la Réserve fédérale américaine est passée par là. C'est pour augmenter donc le pouvoir d'achat des Américains qu'elle a augmenté le taux de change du dollar. Est-ce qu'elle impacte cette augmentation vos activités? Merci beaucoup, M. Kassé. Je pense qu'il faudra déjà essayer de nuancer. Je pense que l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale américaine a été juste le coup de grâce. Cette hausse du dollar par rapport au CFA, je pense que depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a vu une évolution graduelle du dollar par rapport à l'euro. Pour des éléments géopolitiques, géostratégiques et surtout liés au risque que présente. On en est à la troisième augmentation du taux directeur. Exactement, du dollar. voilà. Donc je pense que on le voyait venir depuis un bon moment. Donc actuellement, au-delà de cette action de la Banque centrale, je pense qu'il y a un contexte géopolitique international qui plaide en fait pour le dollar qui est une valeur refuge. Ça, c'est la première précision. Ensuite, l'impact de cette hausse dans nos activités, je pense, de façon large, l'impact sur l'économie sénégalaise qui est l'économie CFA. Je pense que ça se traduit à deux niveaux. Là. Le premier aspect, c'est que nous passons par l'euro aujourd'hui pour avoir cette convertibilité. Et nous avons une économie qui est extrêmement ouverte, qui est extrêmement dépendante de l'international. Donc, notre balance commerciale est déficitaire. Et quand on a la France comme étant le premier partenaire économique, forcément, quand il y a l'inflation en France, nous importons de l'inflation. Donc oui, cette hausse a un impact réel sur l'activité économique au Sénégal, tous les secteurs confondus. Et je pense qu'on le ressent, le consommateur le ressent, les industriels. Et au jour le jour, on n'a pas besoin d'être un expert à ce niveau pour sentir vraiment qu'il y a un impact, il y a quelque chose qui se passe, même si on n'arrive pas, ou à des niveaux différents, on n'arrive pas à mettre le doigt sur les origines. Très bien, vous venez de le dire, le franc CFA, c'est une monnaie qui est arrimée à l'euro. Le taux de change actuel est favorable aux exportations et défavorable aux importations. À la lecture de cette situation, peut-on dire que le système monétaire mondial, tel que configuré, est défavorable pour les économies faibles comme celle de la zone CFA, l'UEMOA et la CEMAC notamment? Enfin, je pense que l'économie mondiale est défavorable. L'économie mondiale, il faut juste regarder comme étant la somme des économies. Donc, chaque pays a cette obligation de rendre son économie forte, de rendre en fait une certaine couverture, parce qu'après, la monnaie n'existe pas ex nihilo. La monnaie n'est que le reflet de la puissance économique. Comment on arrive aujourd'hui à atteindre un niveau de PIB qui est très fort et comment on arrive aussi à se couvrir par rapport aux chocs exogènes en fait que connaissent les pays. Donc je pense que le problème est moins monétaire mais plus économique qui fait qu'aujourd'hui, donc quelque part c'est lié si on peut le dire, qui fait que nous avons des économies qui ont cette découverte ponctuelle, permanente, vis-à-vis, en fait, pour ne pas dire cette dépendance, vis-à-vis de l'international. Quand on a un franc CFA qui dépend de l'euro, la politique monétaire des pays franc CFA est quasi nulle, pour ne pas dire on n'a pas les mêmes leviers. On l'a vécu durant la période Covid où les banques centrales européennes, les banques centrales américaines ont beaucoup joué sur la planche à billets, ont beaucoup joué sur les taux pour pouvoir soutenir, maintenir l'économie. Nous n'avons pas cette latitude à cause de cette contrainte qui existe entre le franc CFA et l'euro d'une part, mais d'autre part, nous avons des économies qui n'ont pas su aborder la transformation structurelle pour d'abord atteindre une certaine souveraineté. Parce que souvent, les gens disent, avant de parler de renforcement d'exportation, il faut s'assurer qu'on a une certaine autonomie, qu'on arrive à produire ce que nous mangeons,
que s'il y a des chocs exogènes, que ça vienne de la France ou de la Chine, qui est notre deuxième partenaire, ou de la Hollande, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de renforcement budgétaire ou de voir comment appuyer sur tous les volets donation, ce qu'on voit assez souvent dans les pays européens. Voilà. Le franc CFA est certes une monnaie arrimée à l'euro, mais dont le pouvoir d'achat est très faible. Si on remonte le temps, il y a 20 ans de cela, le bonbon de gaz qui s'achète aujourd'hui à près de 5 000 francs, donc s'achetait à 1200 voire 1500 francs CFA. Et à l'époque, ceux qui gagnaient entre 500 000 et 600 000 francs étaient considérés jadis comme des cadres, mais aujourd'hui, même un célibataire peut avoir ce salaire et ne pas vivre décemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui envisager des réformes pour augmenter le pouvoir d'achat des économies qui utilisent le franc CFA? Oui, en fait, on n'a pas le choix parce que je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des coûts de production, on ne peut pas avoir des coûts de matières premières qui augmentent. Quand on regarde le pétrole, quand on regarde toutes les matières premières ont connu une évolution ces dernières années. Naturellement, les produits à la consommation ou les produits de base, point de vue énergétique, que ce soit sur le fioul, que ce soit sur le gaz, connaissent des évolutions. Après, maintenant, quel est le problème? Effectivement, vous touchez du doigt quelque chose d'assez intéressant. Nous sommes dans un environnement où, on a l'habitude de le dire, tout augmente sauf le salaire. Oui. Donc je pense que ça revient en fait sur la cohérence d'ensemble que l'État veut insuffler, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Dans la fonction publique, on a vu une revalorisation récemment. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Parce que quand les coûts font x100 et que les salaires font x2, x3, naturellement, le pouvoir d'achat est complètement effrité. Le secteur privé, on n'en parle pas. Mais en même temps, pour ce secteur privé, il faudra faire très attention. Parce que nous ne pouvons pas demander de plafonner les prix de vente au moment où les facteurs de production augmentent et derrière continuer à embaucher et à augmenter les salaires. C'est quasi impossible. On l'a vu il y a 24-48 heures, Duralex en France et Arc, qui sont de grands industriels qui sont dans VRI, qui ont annoncé en fait l'arrêt de leur production, mise au chômage de 250 salariés dans leurs usines, parce que tout simplement, vu le coût de l'énergie, ils ne peuvent plus se permettre les prix de vente qui sont faits. C'est des réalités qui sont là, peut-être on n'en communique pas, mais le secteur privé ne peut pas, aujourd'hui, en l'état actuel, continuer à vendre au prix sollicité par l'État pour ne pas grever l'inflation, mais à un moment augmenter le pouvoir d'achat ou les salaires en fait de ses employés. On est dans un contexte très difficile et je pense que ça demande des solutions d'urgence ponctuelles, conjoncturelles, parce que tout simplement nous n'avons pas su, au moment où il n'y avait pas la crise, définir anticiper sur ces aspects. Donc là actuellement il faut serrer la ceinture et essayer de s'en sortir en attendant d'avoir vraiment la tête calme et engager une réforme structurelle effective pour ne pas retomber sur les concepts de souveraineté, d'autosuffisance et tous ces concepts qu'on a entendus pendant un bon moment, mais qu'on se rende compte qu'on continue toujours à importer du riz, qu'on continue toujours à importer des denrées et qu'on est extrêmement fragile, point de vue alimentaire, point de vue santé et point de vue énergétique. Mais justement, comment mettre en œuvre ces réformes structurelles dont vous parlez? Comment les mettre en œuvre? Il faut déjà, je pense qu'il y a le wording était bon du côté de l'État. Le plan Sénégal émergent l'a bien tracé. Après, il y a eu des défaillances dans la mise en œuvre. Donc, je pense que le concept tel que ça a été élaboré, il y avait du bon. Mais dans la mise en œuvre, on se rend compte que toutes les théories sont restées au stade théorique. Comment y arriver? L'État n'est pas aujourd'hui un acteur seul dans ce processus. Nous parlons beaucoup de l'implication du secteur privé national, ça je tiens à le préciser, qui doit être regardé comme étant un partenaire pour l'État. Un partenaire, parce que l'État n'a pas vocation à créer des emplois ou à créer de la richesse, mais à accompagner le secteur privé pour le faire. Mais malheureusement, dans nos pays, on a l'impression que l'État entretient ce rêve-là, ce mythe chez bon nombre de citoyens en se faisant passer pour une coopérative, alors que ce n'est pas son rôle. On ne va pas y arriver. Ça, je le répète, on ne va pas y arriver. À l'heure de la crise, on a vu l'État annoncer des milliers d'emplois créés, etc. Est-ce que ce n'est pas là où se situe le véritable problème? C'est là, en fait, dans la définition des rôles et des responsabilités. Je le répète assez souvent, l'État n'a pas cette vocation. Et tant que l'État voudra jouer ce rôle de sapeur-pompier, on n'aura que des solutions ponctuelles qui ne sont pas durables. Donner de l'argent aux ménages
créer des agences pour créer de l'emploi, on se rend compte très rapidement que ce modèle a atteint le plafond de verre. Il appartient au secteur privé de le faire avec l'appui et l'accompagnement de l'État. Aucun secteur privé n'est devenu fort sans un État ou sans son accompagnement. Mais le secteur privé a cette obligation d'agir économiquement responsable. Et je pense que c'est là où les choses... performance aussi, exactement, qui est souvent décriée. Le secteur privé, parfois on lui confie des projets très importants, des projets étatiques, mais quand même il tarde à les rendre donc, à temps, dans les délais. Sur ce point, je pense que je vais nuancer, parce que je dis quand on choisit les bons dans le secteur privé, on les confie les grands projets, on a les résultats qu'il faut. Mais quand on choisit les gens qui sont le plus en vue pour les confier des grands projets, forcément il ne faut pas s'attendre à avoir des miracles. Mais dans l'un ou l'autre, je le dis encore, le secteur privé sénégalais doit être accompagné dans sa faiblesse, mais aussi dans ses forces. C'est comme un mariage. Ce n'est pas parce que le repas de midi n'était pas bon qu'on va aller chercher un étranger pour venir le faire. On va l'aider. Donc vous dénoncez une sorte de clientélisme qui ne dit pas son nom dans l'attribution des marchés publics de l'État. On gagnerait beaucoup en transparence, ça c'est clair. Il y a un secteur privé qui est silencieux, qui a montré ses réalisations, qui montre qu'il sait faire. Après maintenant, c'est à l'État de gagner en transparence, d'élargir et de lever surtout les cloisons entre l'administration et le secteur privé. Parce que l'asymétrie de l'information dessert l'État. Quand il y a un projet et que c'est 3, 4, 5 privés qui sont au courant, alors que derrière il y a une centaine qui peuvent faire le job et qui peuvent en profiter, ça pose un problème. Cette intelligence économique, c'est quelque chose que l'État doit développer. Qu'on arrête de regarder le secteur privé comme étant des concurrents, mais plus comme un partenaire sans lequel l'État ne peut pas atteindre ses objectifs, mais que le secteur privé aussi puisse comprendre les enjeux, comprendre les objectifs de l'État en matière de création de richesses, en matière de création d'emplois et l'accompagner dans cette initiative. C'est là où je pense qu'il y a des dynamiques à faire et maintenant on est en phase de crise, il ne faut pas rêver, il n'y a aucune réforme structurelle qui peut aboutir, il faut rester en vie. Et maintenant, 2024, je pense qu'après, on arrivera au terme d'une échéance électorale. Je pense que le remplaçant de l'actuel président voudra voir quelle orientation stratégique donnera à cette économie pour arriver à cette stabilité. Le modèle économique du secteur privé, parlons-en, est-il viable? On a l'impression qu'une bonne frange du secteur privé n'attend que les marchés publics de l'État. Est-ce que cela est possible pour un pays où tout est prioritaire? Oui et non. Les marchés publics de l'État font partie du budget et ça fait vivre le secteur privé. Mais normalement, parallèlement, le secteur privé devrait avoir également d'autres débouchés sur lesquels il devrait compter plutôt que de s'appesantir uniquement sur les marchés publics de l'État. On est entièrement en phase à ce niveau parce qu'aujourd'hui, le marché public de l'État ne touche pas tous les secteurs économiques. Aujourd'hui, le secteur économique, quand on prend l'agriculture, le secteur primaire, il faut que le secteur privé y va. Il y a très peu de marchés publics à ce niveau. Et je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est à l'État de donner les incentives, les encouragements au secteur privé pour y aller. Parce que le secteur privé regarde que sa rentabilité. S'il y a un niveau de risque qui est très élevé et que l'accompagnement de l'État ne suit pas, naturellement, on va chercher quelque chose de beaucoup plus simple. C'est le cas du secteur informel qui préfère faire descendre un conteneur, vendre, tirer son cash, plutôt que d'aller investir dans une usine qui va produire tout ce dont ils ont besoin. C'est à portée de main techniquement. Les ressources financières sont là, mais il y a un niveau de risque que les gens ne veulent pas prendre et que l'État doit pouvoir mitiger en utilisant ces leviers au niveau du ministère de l'économie, au niveau des agences étatiques, notamment le Fonds 6 et autres, pour accompagner vraiment ce secteur privé. Alors, nous parlons du franc CFA. Il y a une monnaie qui avait été annoncée comme une alternative, c'est l'ECO, c'est le diminutif de l'ECOWAS CEDEAO, qui est une initiative des 15 pays de la CEDEAO, mais on a vu que les pays, donc la Côte d'Ivoire et la France, ont coupé l'herbe sous les pieds des pays anglophones comme le Nigeria et le Ghana, qui avait porté donc ce projet en bandoulière. Aujourd'hui, si on avait l'ECO, pensez-vous que la situation aurait pu changer? Bon, c'est un sujet sur lequel il est très difficile de s'exprimer dans le sens où il n'y a eu aucune communication officielle de l'État du Sénégal à ce niveau. Je pense que c'est un sujet qui est très important, qui est très, pour ne pas dire critique. Il aurait été intéressant d'avoir, au-delà
bruit de coulisses, de ce que les médias rapportent par-ci par-là, qu'il y ait une communication de l'État au niveau de la représentation parlementaire, que les Sénégalais sachent de quoi ils retournent exactement. Sauf erreur de ma part, ceci n'a pas été fait. Après, une monnaie, que ça s'appelle ECO ou franc CFA, tout dépend en fait des dynamiques qui sont derrière. Si on change juste de nom et qu'on continue les mêmes rouages de fonctionnement, de présence très forte de l'État français dans le fonctionnement de ces pays-là, mais naturellement, on ne va pas y arriver. Un changement radical était attendu. Il faut dire que l'ECO incluait également les pays anglophones, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Nigeria et le Ghana, mais on a vu que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron avaient coupé l'herbe sous les pieds des pays anglophones que je viens de citer et ont annoncé que d'abord ce sont les pays qui expérimentent le franc CFA qui vont d'abord utiliser l'ECO, les pays qui respectent les critères de convergence, mais on a vu que depuis lors rien n'a été fait. Est-ce que vous ne soupçonnez pas un manque de sincérité à ce niveau? Non, il est clair qu'aujourd'hui, il y a des pesanteurs. Il y a une pesanteur sur le CFA et sur le changement. Aujourd'hui, c'est une évidence qu'il y a des forces qui ne veulent pas que le franc CFA disparaisse. On le vit au jour le jour, on se rend compte que c'est un débat même que les gens n'osent pas aborder de façon officielle. Et je ne pense pas dans la vie d'une nation, après tant d'années depuis notre indépendance et avec autant de maturité, qu'il y ait des sujets tabous, particulièrement des sujets aussi importants. Vous parliez tout à l'heure du dollar. Si aujourd'hui on intègre l'endettement en dollars, ça devient quelque chose d'assez catastrophique pour notre pays. Quand on sait qu'on a $1 milliard qui a été pris en eurobond, échéance 2046. Au moment où on prenait cet endettement, on était à $1 qui était à 528. Le remboursement de la dette devient plus cher. Devient plus compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays souverain et responsable a le droit de laisser sa monnaie entre les mains d'éléments étrangers qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent changer du jour au lendemain sans qu'on nous demande notre avis, parce que jusqu'à présent, sur ce qui se passe à l'international, on n'a pas demandé à l'État du Sénégal ou aux pays africains qu'est-ce que vous pensez, mais que nous le subissons. C'est là où en fait la notion de souveraineté et la nécessité de camper le débat sur la monnaie doit être quelque chose de normal, quelque chose d'apaisé et de très réfléchi, tenant compte des enjeux au niveau mondial et surtout en matière de souveraineté. Alors, dernière question, en 30 secondes, la France s'était engagée de se retirer du conseil d'administration de la BCEAO, donc la France qui détient également les réserves du franc CFA. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Cette promesse n'est pas tenue par Emmanuel Macron, qui l'avait tenue ici en Afrique. Pensez-vous que la France n'a pas intérêt à ce que le franc CFA disparaisse? La France n'a pas à décider de se retirer ou pas. C'est aux pays africains de prendre leurs responsabilités pour sortir la France. Nous n'avons pas élu Emmanuel Macron, encore moins tous ces dirigeants européens. Donc si nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités pour les faire sortir en prenant toutes les dispositions techniques nécessaires, je pense que la responsabilité nous incombe. Ils ne regardent que leur intérêt. Emmanuel Macron est nommé par les Français, on ne peut pas lui en vouloir et puis je pense que c'est à nous d'en faire autant. Mokhtar Sarr, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, CEO de Holding, qui est une société d'investissement Mouride. Vous êtes également cofondateur de M&A Capital Group Awa Diop. C'était donc le débat sur le nouveau taux de change entre l'euro et le dollar. Merci à vous, Mme Abdougaye Kassé. Merci également à votre invité. C'était Coin Éco qui revenait sur l'appréciation du dollar et ses conséquences sur le franc CFA et les produits africains. Tout de suite, la suite de la Total Dimanche. Et tranche de vie part ce soir à la rencontre de Yaya Touré. C'est un jeune vendeur d'oignons très ambitieux, fils d'un commerçant. Il a fini par abandonner l'école pour se lancer dans cette activité qu'il gère avec beaucoup de professionnalisme. À l'heure où le prix de l'oignon a flambé, il ne manque pas d'idées pour s'en sortir malgré le contexte difficile du marché sénégalais. C'est un sujet signé Mamadou Sy et Souleymane Diallo. Yaya n'était pas prédestiné au commerce, notamment celui de l'oignon. Jeune, il est inscrit à l'école et voyait déjà l'avenir en grand. Le destin
en a décidé autrement. Je ne m'imaginais pas être un commerçant et me retrouver dans un marché. J'étais élève pendant une bonne période, mais finalement j'ai fini par rejoindre mon père qui est aussi commerçant. Je ne me plains pas et je me dis que c'est peut-être mon destin. Tu peux souvent vouloir une chose, mais Dieu en décide autrement. Dans son quotidien, il faut savoir s'adapter. Yaya se retrouve souvent dans des situations compliquées. Il trouve toujours les moyens d'avoir la bonne formule pour continuer à gérer son business. Il m'arrive des fois que je décide de rester pendant 2 semaines sans vendre de l'oignon, bien que c'est difficile pour moi, mais avec les prix élevés, il fallait prendre une décision. Lorsque j'ai appris que la situation s'est améliorée, j'ai acheté une petite quantité pour l'écouler. Il m'est arrivé d'acheter un sac d'oignons à 16 000 francs. Sur le marché, on le revendait à 14 000. J'étais obligé de baisser mon prix. Il le fallait. Face à la hausse généralisée des prix, ce jeune commerçant essaie de tenir le coup. Bien que son business tourne au ralenti, il arrive que ses clients s'en prennent à lui. Il tente à chaque fois de les comprendre. La hausse des prix est visible chaque jour. J'essaie de tenir le coup. Le sac d'oignons a même été vendu à 20 000. Maintenant, il est à 15 000, mais c'est toujours cher. Le sac était vendu auparavant à 10 000 francs, parfois à 7 000 même. J'ai des fois des problèmes avec les clients. Pour eux, la hausse provient de moi, alors que c'est la réalité du marché. Des ambitions, Yaya Touré en a être demain l'un des plus grands distributeurs d'oignons, mais ce jeune commerçant a cependant une vision de l'avenir bien précise. Pour lui, il faut travailler dur et laisser Dieu décider du reste. J'ai beaucoup d'ambition. Il faut avoir la conviction que tu vas réussir dans la vie. J'aimerais me retrouver avec des magasins d'oignons. Toute personne qui travaille aimerait que son business s'élargisse. Dieu a lui aussi un programme. Il faut le prendre en compte. Pour l'heure, j'avance petit à petit. S'en sortir dans un contexte pareil est difficile. C'est pourquoi Yaya interpelle les autorités. Des mesures devraient être prises selon lui pour permettre aux commerçants comme lui de continuer à... Place maintenant à Bouillon Culture qui s'intéresse ce soir à Nawetan et Culture. Depuis 1970, à l'initiative de Lamine Diack, ancien président de l'I2AF, les vacances sont devenues des moments de rencontre entre les associations sportives regroupées en zones qui sont affiliées à leur tour à l'organisme départemental de coordination des activités de vacances dénommé ODECAV. Ces derniers sont fédérés au sein des ORCAV qui supervise ces activités régionales. Enfin, l'ONCAV, au sommet de cette hiérarchie, constitue le regroupement de toutes les instances régionales des ASC qui, au-delà du sport, doivent faire vivre la culture de leurs différentes localités. Nawetan et culture, c'est un sujet signé Boubacar Dieng. Rien que pour la région de Dakar, des centaines d'associations sportives et culturelles sont enregistrées, des ASC regroupés en zones qui s'affrontent durant les grandes vacances du football pour occuper la jeunesse. Ce championnat, appelé Nawetan, démarre le plus souvent au mois d'août. La passion du jeu, la rage de vaincre pour l'honneur de son quartier, les principales motivations qui animent ces rencontres et donnent parfois cours à des violences entre supporters des différentes ASC, de la violence qui souvent prend le dessus sur le volet culturel de ces organisations. Cependant, la culture est un des éléments fondamentaux qui caractérisent ces ASC. La culture devient donc le parent pauvre de ces associations sportives et culturelles. Et pourtant, l'article 6 des règlements généraux de l'Organisme national de coordination des activités de vacances stipule en son article 6 que pour être autorisé à participer aux activités organisées par l'ONCAV, l'ASC est tenu de pratiquer au moins 2 disciplines sportives dont le football et des activités. On en parle donc tout à l'heure, juste après le bulletin d'information avec Adama Anouchkaba. On se retrouve tout à l'heure sur ce plateau avec Boubacar Dieng pour en parler. À tout de suite.
On vous l'avait promis, la suite de Bouillon Culture ce soir qui s'intéresse au Navétane et culture, un sujet de Boubacar Dieng que nous venons de voir qui revenait sur l'historique des Navétanes et ses objectifs. Boubacar Dieng ici présent dans ce studio. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Awa. Alors on en parlait tout à l'heure, les Navétanes, est-ce uniquement du sport ou du football? Ce n'est pas uniquement du football, comme je l'ai dit tantôt dans le récit que nous avons suivi avant le journal d'Adamanaj Kaba. Donc, dans ASC, on entend association sportive et culturelle. Donc, quand on parle de culture, il y a un certain nombre d'activités liées à la culture que ces ASC-là sont dans l'obligation de respecter. Pas uniquement le football, mais bon, nous constatons que le football est le parent pauvre dans ces... Plutôt, la culture est le parent pauvre dans ces ASC, puisqu'on ne fait que du football. Tout ce qu'on fait tourne autour du football. Et même s'il y a quelques activités culturelles qu'ils font, c'est pour renflouer leurs caisses, pour que l'ASC puisse avoir des fonds pour gérer ses matchs ou bien pour acheter des équipements pour l'équipe. À part cela, il n'y a rien que les ASC font pour que la culture rayonne au sein de ces associations sportives et culturelles. Et c'est aussi un fait, Boubacar, parler des Navétanes, c'est aussi évoquer la question des violences. Effectivement, parce que beaucoup de gens, que ce soit à Dakar, à Thiès, à Hambourg, qui sont aux abords des stades où se jouent les matchs de football, déplorent tout le temps ces cas de violence qui sont notés. Rien que l'année passée, je me rappelle de cela, à Rufisque, il y avait des scènes de violence. Donc la pelouse a été brûlée par des supporters mécontents qui ont estimé que le penalty que l'arbitre a accordé à l'équipe adverse n'existait pas. Du coup, ils ont brûlé la pelouse, donc il y a eu des blessés. Certains même parlaient de mort d'homme, mais jusqu'ici l'information n'a pas été confirmée. Mais ce sont des cas de violence que l'on note un peu partout sur le territoire national quand il y a ces activités de vacances-là qui étaient supposées réunir les jeunes, mais aussi faire en sorte que ces jeunes-là qui étaient à l'école ou bien qui étaient ailleurs puissent s'épanouir durant les vacances, que ce soit des moments de ferveur, de communion entre quartiers, mais aussi pour la jeunesse du Sénégal. Merci beaucoup Boubacar Dieng, Navétane et culture. Merci pour tous ces éclairages. La suite de la Totale Dimanche, tout de suite. Je vous le disais tantôt, direction à présent à Matam pour Ailleurs Art, pour s'intéresser à la station de Matam qui a de nouveau baissé après une montée de 7,40 mètres. Les populations de Djamel, un quartier de Matam, invitent les autorités à construire une digue de protection et une canalisation pour stopper ces eaux qui entourent leur quartier. C'est un reportage de Amadou Oumar Diallo. 10 jours après sa montée inquiétante à 7,40 mètres, la station de Matam est de nouveau en baisse. Mais la panique règne toujours au quartier de Djamel où les populations ont sonné l'alerte. Selon elle, une digue de protection et une canalisation résoudrait leurs problèmes. Vous savez que Djamel, c'est un quartier vraiment qui est toujours ceinturé par des eaux fluviales, donc de tous les côtés. Donc il nous faut vraiment des solutions. Il faut trouver des solutions. Chaque année, donc l'État envoie ici des soldats pour placer ici des sacs de sable. Maintenant, nous, ce que nous réclamons la population d'Amel, c'est une solution définitive. Donc cette solution définitive, c'est de nous installer ici une digue de protection, vraiment pour stopper vraiment ces remontées des eaux fluviales. Lors de la montée des eaux, certaines anciennes habitations situées au bord du fleuve ont été occupées par les eaux. Ce qui est dit à ça, c'est généralement le fleuve monte. Et que si le fleuve monte, il y a des versants. Donc d'une manière générale, si vous voyez les zones qui sont habitées maintenant, le village ancien est presque disparu. Donc ils ont habitué de l'autre côté, raison pour laquelle on a fait des aménagements pour loger les habitants. Donc presque les habitants qui sont sur la rive ont presque quitté parce que le fleuve menace et les gens ont quitté pour aller de l'autre côté. Avoir des canalisations. S'il n'y a pas de canalisation, même s'il y a une digue de protection, cela ne servira absolument à rien du tout. Ceinturé par les eaux de pluie et du fleuve, le quartier de Djamel sollicite l'aide de l'État. Surtout la reconstruction du pont qui relie Matam à Djamel.
Une vieille doléance que le gouvernement du Sénégal a pris en compte dans le projet du désenclavement de Dandemayo Nord sur l'axe Orefondé. Jamel Mata. Place maintenant à le diplomate dans la totale dimanche. Notre diplomate de ce soir est déjà sur ce plateau. Moustapha Ndiaye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs. Voilà, c'est l'actualité cette semaine. L'ex-leader de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, qui est mort des suites d'une longue maladie le 30 août dernier. Un décès qui intervient dans un contexte toujours aussi sensible de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, autrefois considérées comme des nations sœurs. Le sujet qui revient depuis son décès, Gorbatchev, est-il réellement l'assassin de l'Union soviétique? Voilà, bon, il faut dire paix à son âme. Surtout. Parce que c'est vrai qu'il a été un dirigeant pendant de 85 à 91 de cette république de l'Union soviétique. Mais effectivement, l'Union soviétique a disparu lors de son magistère. Parce que c'est vrai que quand il est venu, il a mené des réformes. Je pense que des réformes peut-être qui étaient trop brusques sur deux des plans différents, aussi bien sur le plan économique que sur le plan quand il a voulu faire ce qu'on appelle la perestroïka et ce qu'on appelle la glasnost pour faire la démocratisation d'une république qui a vécu pendant 70 ans. Donc le communisme avec des lois bien particulières. Donc effectivement, ça a été quand même un déclencheur de l'éclatement de l'Union soviétique. Mais aussi, il faut dire qu'il y a eu un acteur qui a participé à cela, parce que l'apparition du président Yeltsin, Boris Yeltsin, a été également, ce sont les deux facteurs qui ont vraiment précipité la fin de l'Union soviétique. Voilà, des réformes, vous venez de le dire, qui ont fait des heureux et des non-heureux. Et si l'on cherche à comprendre un peu l'histoire, Gorbatchev, c'était le dirigeant russe le plus populaire dans les pays occidentaux. En même temps, il était paradoxalement le dirigeant le plus détesté parmi le peuple russe, car il n'était pas associé aux libertés, aux droits, mais aussi à l'effondrement dramatique de l'Union soviétique, comme vous venez de le dire. Peut-on le qualifier toujours d'un homme d'État? Bon, vous savez, quand on élit un président, c'est pour qu'il fasse avancer son pays. Quand on participe à la destruction, à la disparition de son pays, ben, on a été un chef d'État, mais est-ce qu'on est réellement un homme d'État? Parce que je pense que l'action de Gorbatchev a quand même eu des conséquences très très néfastes pour des millions de Russes. Vous savez, c'était un système qui était bien huilé. Nous, quand on était là-bas, les étudiants, quand ils terminaient, ils avaient automatiquement du travail. La médecine était gratuite. Au niveau du transport, les tarifs étaient vraiment... Tout était abordable. Lui, il est venu, il a mené des réformes extrêmement violentes parce que c'est trop brusqué. Aussi bien vouloir faire la démocratie, permettre à tout le monde de s'exprimer, essayer de changer l'économie. Je pense qu'il a voulu trop plaire, entre guillemets, à l'Occident. Il s'est entassé pour faire plaire avec Reagan, il a voulu aller dans le désarmement. C'est vrai que peut-être l'économie russe, selon une enquête menée par un de ses prédécesseurs, montrait que l'Union soviétique ne pouvait plus tenir la course aux armements. Mais est-ce que c'était la bonne manière de le faire? Je pense que la population soviétique a répondu par la manière dont ils se sont comportés avec Gorbatchev. Je pense que, d'ailleurs, après, quand il a essayé d'être candidat aux élections présidentielles, il a eu 0,5%. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été... ses actions n'ont pas été comprises et ça n'a pas apporté l'effet qu'il escomptait. Je pense que c'est ça qui a été vraiment quelque chose. On peut dire qu'au niveau de l'Union soviétique, les gens ne l'ont pas considéré comme quelqu'un, parce que non seulement il n'a pas mené les réformes jusqu'au bout, il a voulu intenter quelque chose et quand il a compris que les choses lui échappaient, il a voulu revenir en arrière et malheureusement ça n'a pas marché. Et donc le communisme, il a vraiment mis un arrêt de mort au communisme en ce moment-là.
Alors, en Russie, aujourd'hui, c'est clair que son héritage continue de diviser ses contemporains et ne satisfait finalement personne, si on peut l'appeler comme ça. Les libéraux qui ne juraient pas que par Boris Eltsine, vous l'avez dit tout à l'heure, celui qui a véritablement ouvert la Russie à l'Occident, et les conservateurs qui ne lui pardonnent toujours pas d'avoir précipité la chute de l'Union soviétique par ses réformes. Comment comprendre aujourd'hui cet état de fait ? Comment comprendre aujourd'hui cette division concernant son héritage démocrate? D'autres parlent de traître, entre guillemets. Mais parce qu'il n'a pas maîtrisé les réformes qu'il a voulu faire. Le problème, ça commence par ça. Parce qu'aujourd'hui, quand il a voulu changer carrément la face de l'Union soviétique en disant que oui, il faut peut-être désarmer, il a commencé à lutter contre l'alcoolisme en instaurant des lois qui ont eu des conséquences très néfastes aussi bien sur l'économie que sur la vie de beaucoup de gens. On est resté un moment, il n'y avait plus de sucre parce que les gens produisaient de l'alcool clandestinement. Donc lui, aujourd'hui, M. Gorbatchev a commencé ses réformes, et quand il est allé, il a vu qu'il ne pouvait pas les maîtriser, il a voulu peut-être quelque part revenir en arrière. Vous savez, les gens, certains disent que peut-être le coup d'État qui a été tenté en 91 par Yanaev, les gens disent que peut-être quelque part, il était même derrière ça parce qu'il a voulu revenir, parce que quand il a vu la montée en puissance de Boris Yeltsin, qui a été élu à la tête de la Fédération de Russie, donc là, il ne pouvait plus maîtriser les événements. Donc je pense que c'est ça a joué contre, ça a fait le fait que les gens se sont dit, ok, non seulement il n'a pas rendu le pays complètement démocratique, mais il a cassé le système qui existait et qui fonctionnait, et au finish, donc voilà un héritage que personne ne comprend. Donc aujourd'hui, non seulement il n'est pas aimé par les communistes, les vrais communistes, mais les réformateurs également ne peuvent pas dire qu'il a joué le rôle principal dans le changement de leur vie, dans le changement de la vie en Union soviétique. Voilà, l'actualité, c'est aussi cette crise russo-ukrainienne. Alors, il y a de cela quelques années, disons 10 ans, que Gorbatchev lui-même s'inquiétait du risque de dérive autoritaire, entre guillemets, du président Vladimir Poutine. Sensible, certes, mais on en parle. Peut-on dire que c'est une mise en garde visionnaire qu'il avait fait? Est-ce que l'histoire lui a donné raison aujourd'hui? Vous savez, je pense que cette question n'est pas du tout liée quand il dit que oui, il y a la guerre en Crimée et le fait que Gorbatchev ait eu à parler parce qu'il s'opposait à la politique de M. Poutine. Donc il a voulu le qualifier de régime totalitaire. Je pense que les deux sujets n'ont absolument rien à voir. Je pense que la crise de la Crimée découle d'un événement qui a eu lieu en 1954 quand M. Khrouchtchev a offert, entre guillemets, donc la Crimée à l'Ukraine pour marquer, l'amitié entre le peuple russe et le peuple ukrainien. Donc ça a été un événement qui a été là, et l'éclatement, je pense que lui-même, il a été un des acteurs fondamentaux de cette crise. Parce que tant que l'Union soviétique existait, il était impensable qu'il y ait cette guerre. C'était impossible parce que c'était deux républiques qui étaient dans un même pays. Mais l'éclatement de l'Union soviétique, auquel il a vraiment contribué, a joué un rôle dans cette crise. Parce que quand l'Ukraine étant indépendante et la Fédération de la Russie indépendante, plus ces deux républiques s'éloignaient, donc les Russes se sont sentis, cette république nous appartient, pourquoi ne pas le ramener? Maintenant, il y a eu des événements vraiment qui se sont passés géopolitiques. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là qui ont causé ça, mais je pense que lui, il a été un des acteurs, même si c'est involontairement, de cette crise qui a découlé de ces actions qu'il a menées et qui ont précipité la fin de l'Union soviétique. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Ndiaye. Je rappelle que vous êtes un ancien membre de l'URSS et vous répondiez à nos questions concernant le diplomate, puis des éclairages. Ancien étudiant de l'Union soviétique en Russie, donc qui maîtrise bien le sujet, qui revenait donc sur ce sujet après le décès de Gorbatchev et les relations russo-ukrainiennes. Merci. La suite de Total Dimanche tout de suite. Je vous remercie.
La dernière étape de ce magazine d'information, il s'agit de Bonne Semaine. Et cette semaine, c'est Aram Kanba et les propriétaires de Glady Beauty qui nous partagent ses méthodes pour passer une bonne semaine. On regarde. Dans la semaine, d'habitude, les lundis, mardis, mercredis, je suis à IAM, je fais mes cours là-bas. Et les jeudis, vendredis, samedis, je fais mes cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ce que je fais dans ma semaine d'habitude. Et à mes heures perdues, je fabrique mes produits. Par exemple, si la crème est en rupture de stock, je passe toute ma nuit à faire des produits. Si le lendemain, j'ai pas cours, bien sûr. Là, je suis en vacances. Je ne fais rien du tout à part livrer, faire des commandes, répondre aux clients, m'occuper un peu, apprendre le Coran parce que mon père nous a appris un oustaz qui nous apprend le Coran 3 fois dans la semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Alors je vous donne quelques conseils pour ne pas s'ennuyer pendant les vacances. Je vous conseille d'abord de bien manger et de bien dormir. Récupérez bien, surtout les étudiants qui sont en vacances. Et si vous n'avez pas de vacances, sortez parfois, occupez-vous, lisez, faites ce que vous plaît. Et surtout, il faut bien prier parce que c'est la prière qui rend les choses faciles. C'était Aramka Beauty. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Merci. Des astuces donc pour passer une bonne semaine. Très bonne semaine à toutes et à tous. C'est la fin de votre magazine d'information, La Totale Dimanche. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.